C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu. Merci d'être avec nous. 3 jours de fête autour du livre, autour de la littérature, autour de la langue française et tout style, toute génération confondue. Plus de 150 auteurs réunis ici sous la présidence de Didier Decoing de l'Académie Goncourt. Et le plaisir pour nous de recevoir sur le plateau des escales littéraires les auteurs qui font l'actualité, les escales littéraires qui vous sont proposées conjointement par Web TV Culture en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan. La thématique de cette nouvelle rencontre, c'est inscrit derrière moi, Sacrée Famille, et vous aurez remarqué le point de suspension, très important le point de suspension, pour parler de la famille sous toutes ses formes. Un trésor, roman à boire, c'est votre actualité. Grégory Nicolas, vous êtes publié aux éditions Les Escales, merci beaucoup d'être avec nous. À côté de vous, Clémence Chambellin, Ce que chante Edmé, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci à vous, Alix de Saint-André, de venir nous parler de Cadre Noir chez Gallimard. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, puisque vous êtes la Vendéenne de cette rencontre, Adèle Fugère, Mimi en bois. Ah, c'est pour vous les applaudissements. Ah, mais c'est la famille. Ah bah alors si chacun vient avec son fan club, on va jamais s'en sortir. Mais en même temps, vous avez raison. Vous avez raison. Adèle Fugère, vous êtes à Chantonnay, c'est ça? Non, je suis à la Chaise-le-Vicomte. À Chaise-le-Vicomte. Ouais. Mais pour moi qui suis loin de la Vendée, c'est un peu pareil finalement. Bah, c'est pas très loin. C'est pas très Ça loin. commence pareil. Bah voilà. Mimi en bois, c'est votre actualité chez Bûche et Chastel. On parle famille avec Ouais. vous dans ce joli livre, mais joli, j'ai envie de dire qu'il y a plein de choses derrière le mot joli. On va faire connaissance avec Paul. Paul, c'est un petit gamin qui a une relation très fusionnelle avec ses grands-parents, Oui. et notamment avec Mimi. Mimi, Oui. c'est la grand-mère. Oui. Et tous les mercredis, il est chez Mimi et chez le grand-père. Et puis, ensemble, ils font plein de choses. Et puis surtout, ils mangent des tartes. Des tartes Et aux puis pommes. des tartes aux pommes. Et puis il y a un mercredi où bien Mimi, la grand-mère, ne va pas finir sa tarte aux pommes parce qu'elle est en train d'éplucher les pommes. Et puis elle va s'en aller ailleurs. Elle va partir. Ce qui va un peu bouleverser tout ce bel environnement familial. Pourquoi avez-vous envie de nous parler, dans le cadre de la famille, de cette relation entre un petit-fils et ses grands-parents? Parce que je l'avais déjà fait dans le premier livre, J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort, avec une petite fille de 8 ans. Et je l'avais pas assez travaillé, j'avais envie de le retravailler un peu plus. Parce que je pense, alors après ce n'est que mon avis, mais j'ai l'impression que un enfant ou un adolescent avec ses grands-parents ou son grand-père ou sa grand-mère ou sa mémé ou son pépé dans le livre se reconnecte à un moment donné. Je trouve que ça se ressemble, c'est-à-dire que au début de la vie, on n'a pas encore tout à fait vécu, et donc en fait, on fait des expériences, on n'est pas plein de vécu justement, et quand on vieillit, alors ce n'est que mon avis, hein, quand on commence à avoir un certain âge, on se déleste de beaucoup de choses. On revient à une espèce de simplicité. Et je trouve qu'à un moment, clac, ça se reconnecte. Et je pense que c'est pour ça que les relations avec les grands-parents sont souvent peut-être plus faciles qu'avec les parents qui sont là pour mettre des lignes, des bornes, etc. Alors que c'est une relation peut-être plus simple et peut-être aussi un peu plus douce. Voilà. Paul, il est très proche de sa mamie, de sa Mimi en l'occurrence. Alors il y a effectivement cet exercice de la tarte aux pommes hebdomadaire. Et puis avec le grand-père, c'est un autre échange, parce qu'avec le grand-père, on va à l'atelier, on va travailler le bois. Il y a cette transmission autour de l'acte manuel autour du bois. Ça aussi, c'est important dans votre roman. Oui, la transmission, le fait de transmettre. Oui, parce que avec Mimi était un peu plus fantasque, alors que son pépé est un peu plus taiseux. Bien sûr. Donc en fait, il y a une vraie notion physique, charnelle avec le bois. Il construit des marionnettes. Donc Paul, il va apprendre à Paul à construire des marionnettes. Et donc oui, il y a ce transfert un peu moins parlé qu'il va avoir avec son pépé. On a bien compris qu'il est question aussi du deuil dans cette histoire, puisque la grand-mère, Mimi, meurt et Paul se demande un peu ce qui se passe. On va l'emmener à l'enterrement, etc. Il y a tout ce qu'un enfant peut découvrir dans ces cas-là. Et puis il y a surtout que le grand-père perd le goût de la vie, le goût d'avancer au quotidien. Et le petit Paul se dit, puisque mon grand-père m'a lui-même construit des marionnettes et qu'il m'a transmis un peu le b.a.-ba du travail du bois, si moi je construisais la marionnette de ma grand-mère, peut-être que ça aiderait mon grand-père à reprendre goût à la vie. Je trahis pas de secret, hein, c'est bien ça, parce que ça arrive très vite dans le début du roman, ça. Oui, et en fait, Paul, il a décidé de ressusciter sa grand-mère. Il ressuscite Mimi, il ressuscite sa grand-mère en la construisant en marionnette, parce que si son pépé part, si Louis part aussi, c'est une catastrophe. Il a que 13 ans, donc il ne sait pas quoi faire de ça. C'est la première fois qu'il est quitté par une personne qu'il adorait, qui est sa grand-mère. Donc il ne sait pas quoi faire de tout ça. Donc il va se focaliser sur le fait
adoucir les choses pour son grand-père. Donc il construit cette marionnette à l'effigie de sa grand-mère. D'ailleurs, il y a une place très forte sur la notion du corps. Il se remémore comment était sa grand-mère. Elle a été assez charpentée. Il parle de ses snichons. Il y a un truc très physique. Mais il la ressuscite pour que son grand-père aille mieux. Mais on verra, on va pas tout dévoiler, mais ça va l'aider aussi, quoi. Ça va l'aider lui aussi. Mais tout n'est pas aussi simple. On en reparlera dans un instant. Je précise, Adèle Fugère, que étant vendéenne, vous étiez en lice pour le prix Ouest 2026, qui était aussi votre cas, Grégory Nicolas. Non pas que vous soyez originaire de la région, mais parce que le cadre de votre roman se passe dans ce Grand Ouest. Là, on est plus du côté des vignes, du Saumurois, de l'Anjou, avec un trésor sous-titre roman à boire. Et puis d'ailleurs, la couverture est équivoque. Là, on va faire connaissance avec Madeleine. Madeleine, elle a une cinquantaine d'années, elle a envie de changer de vie sous toutes ses formes, et elle se retrouve à la tête d'un domaine viticole, là où elle n'y connaît finalement pas grand-chose. Et on va retrouver dans votre roman, il y a plusieurs lectures, parce qu'il y a les paysages qui sont très importants, il y a le travail de la vigne et tout ce qui va autour de la vigne, à savoir la convivialité. Et puis un petit peu comme avec Adèle Fugère, on est aussi dans un roman de transmission, parce que au fil des années que l'on va voir passer, Madeleine va être accompagnée par sa petite fille. Comment naît cette envie de ce roman à boire? Ah, allez-y. Bonjour. Comment il est né? En fait, quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit qu'il était quand même grand temps de faire quelque chose de toutes les cuites que j'avais prises. Et comme j'en avais pas mal, voilà, je les ai mises dans ce livre. Alors, et puis c'est aussi un exercice d'admiration, parce que moi j'ai écrit sur les cyclistes, sur les marins, des métiers que j'admire, des gens que j'admire, et je suis admiratif du travail des vignerons et du travail des vigneronnes. Donc je voulais écrire une fiction qui se passe dans le cœur du vignoble et parler d'une autre de mes marottes qui est justement la famille. Parce que tout à l'heure, j'entendais l'auteur précédent qui disait qu'il était fasciné par le mal, etc. Comment on pouvait tomber là-dedans. Et moi, je suis fasciné par le bien. C'est l'inverse, moi, ce qui m'intéresse. Alors, c'est pas la guimauve et les bons sentiments, mais en fait, comment est-ce qu'on peut transmettre des belles valeurs à ses enfants, à ses petits-enfants. Et je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la relation entre un grand-père et un petit-fils, entre une grand-mère et un petit-fils, c'est vraiment quelque chose de très différent. Moi qui m'agace en ce moment, parce qu'avec ma mère, elle lui laisse tout passer à mon fils, mais je comprends. Et donc, je voulais parler de tout ça. Dans une relation aussi, c'est une relation adulte, parce que quand Anaïs vient la rejoindre au domaine, la grand-mère, c'est deux femmes fortes, deux femmes de caractère, deux femmes de générations différentes, qui s'engueulent pas mal, qui se retrouvent toujours autour d'un petit pot de Vicks, parce que le soir, pour s'excuser, quand elle a mal parlé à sa grand-mère, elle vient lui masser un peu le dos pour que sa grand-mère respire mieux. Et voilà, moi j'adore écrire sur les petites choses du quotidien, les petites choses qui nous touchent et qu'on va transmettre parfois sans même le savoir ou sans même s'en rendre compte. C'est aussi un roman d'ambiance, puisque je le disais, nous sommes au cœur des vignes, nous sommes entre Saumur et Angers, et vous racontez ce pays, vous racontez ces terres avec une sensibilité qui est vraiment très forte. Comment vous êtes-vous inspiré? Parce que finalement, est-ce un petit peu une région que vous connaissez bien, ou avez-vous rencontré des gens, des métiers du vin, pour aussi bien transcrire cet univers? En fait, moi, je voulais écrire un roman vraiment sensuel. Donc, c'est-à-dire qui passe par la vue, qui passe évidemment par l'odorat, le toucher. Et moi, je viens de Bretagne, et la première fois que j'ai vu des vignes, j'avais 20 ans. C'était justement, on allait dans un domaine qui s'appelait le Clos Rougeard, donc d'un vigneron fameux, enfin deux frères qui s'appelaient les frères Foucault. Et ça m'a fasciné, les vignes. Vraiment, c'est un paysage. Je pense que c'est exactement comme pour quelqu'un qui a jamais vu la mer. Alors moi, la mer, j'ai beaucoup vu. Mais par contre, les vignes, je les ai jamais vues. Et ça a été une découverte complètement incroyable. Et les pierres blanches qu'on trouve dans le pays d'Anjou, là, ce calcaire, ça m'a fasciné. Et donc, j'ai essayé de leur transmettre. Et je pense que du coup, ma petite force, entre guillemets, c'est que c'était des paysages qui étaient très exotiques pour moi. Donc, je les ai vus vraiment avec un regard neuf, et pour celui ou celle qui a jamais vu ces paysages-là, c'est peut-être plus facile à justement à redécrire. On va reparler de l'écriture justement dans un instant. À côté de vous, Clémence Chambellin. Clémence, il y a vu précédemment Ce que pense Ernest, ce que porte Edgar. Eh bien, on continue, et cette fois-ci, c'est ce que chante Edmé, avec cette couverture qu'on ne peut pas manquer en librairie. Et d'ailleurs, vous aimez le rose, hein?
Ça se confirme, hein. Ça se voit, oui, je crois. Alors Edmé, c'est une grand-mère un peu fantasque. Elle a une vie bien remplie. Elle adore chanter en écoutant Nostalgie dans sa petite Twingo, dans sa petite voiture. Il y a peut-être quelque chose qui manque à sa vie, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de contact avec sa petite fille Julie pour des raisons que l'on va découvrir au fil des pages. Sauf qu'un jour, son fils lui téléphone en lui disant bah écoute, est-ce que tu pourrais t'occuper de Julie? Je schématise, je résume, mais c'est quand même le point de départ. Et ce qui veut dire que ces deux femmes, cette grand-mère et cette petite fille qui finalement n'avaient aucun contact, vont apprendre à se découvrir, sachant que la petite Julie, du haut de ses 10 ans, ne connaît rien de sa grand-mère et ne sait même pas que cette femme un peu bizarre est sa propre grand-mère. Pourquoi cette histoire? Alors, j'avais envie de parler de plusieurs choses. D'abord, des relations grands-parents, petits-enfants. Le lien qui se crée ou pas. Et là, je partais du postulat qu'en fait, cette grand-mère, pour des raisons de fracture familiale, n'avait jamais vu sa petite fille. Et lorsqu'elle la découvre, Julie a 10 ans, et Julie n'a entendu que du mal de cette grand-mère. Et elle part avec des a priori terribles. Et autant Julie est une enfant très cartésienne, voire orthorexique, autant Edmé est complètement fantasque. Et j'ai aimé faire le contrepoint entre celle qui est censée être l'adulte raisonnable, la grand-mère, et qui en fait s'avère être plus fofolle que la petite fille, et comment est-ce que ces deux-là vont s'apprivoiser. Et puis j'avais aussi envie de parler d'une personnalité qui est empreinte de ce que son métier lui a apporté dans sa vie. Elle est travailleuse familiale. Et pour elle, c'est un métier qui lui fait du bien, qui la nourrit. Mais elle va se confronter à une petite fille qui vient d'un tout autre milieu. Et comment est-ce que l'on assume sa différence de milieu? Dans ces personnages, que ce soit Edmé ou la petite Julie, il y a cette relation. Vous aviez aussi envie peut-être de parler, en parlant d'Edmé, de cette femme fantasque qui cache des failles, qui cache des fêlures, puisqu'on l'a dit, elle n'a pas connu sa petite fille, il y a une rupture avec son propre fils. Est-ce que c'est une femme fantasque pour finalement faire oublier la tristesse qu'il y a en elle? Alors, c'est une femme qui, comme beaucoup, a vécu des choses pas faciles et qui a fait le choix d'essayer de voir la vie en rose, d'essayer d'enchanter sa vie dans tous les sens du terme. Ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça. Elle a choisi, face à ce qui aurait pu la mettre par terre, dire « Ok, je fais le choix de chanter ma vie ». On va revenir sur Edmé dans un instant. Alice de Saint-André, je vous passe la parole. On a parlé de 3 romans en ce qui vous concerne avec cadre noir. Et d'ailleurs, ce n'est pas marqué sur la couverture, ce n'est pas un roman, c'est une histoire qui vous touche de près. C'est pas la première fois d'ailleurs que vous nous prenez par la main pour nous raconter votre famille. Là, vous allez nous parler de votre père qui était au cadre noir et puis qui un peu du jour au lendemain va être écarté, va être mis sur la touche. Il va être viré. Il va être viré, vous le dites mieux que moi. Et puis il va être viré en 3 jours. Il va en sentir une certaine aigreur, bien évidemment. Il n'a pas été d'accord. Alors justement, pourquoi avez-vous aujourd'hui envie de nous raconter votre père à cette période de sa vie? Je me suis aperçu qu'à mon corps défendant, j'avais à peu près le même âge que lui à l'époque. C'est assez étrange, quoi. Tout d'un coup, j'avais l'âge qu'il a eu au moment où il a été viré. Et il y a eu en même temps la conjonction de la mort de la reine d'Angleterre, où on l'a vu ressurgir à la télévision et faire 3 Pays de Loire, parce que les premiers qui avaient rencontré la reine d'Angleterre à l'époque, c'était les gens du cadre noir, quand elle avait été invitée par Pompidou en 70, et c'était resté mythique parce qu'il avait plus des baignoires. Et que voilà, même les cordes des violons avaient sauté. Enfin, c'était et les gens qui l'avaient vu, ça avait été en plus commenté par Léon Zitrone. Donc, vous imaginez avec quel enthousiasme à l'époque à la télévision. Donc, ils étaient devenus tout d'un coup très célèbres par cet événement où, en fait, ils étaient tombés en amour.
c'est étonnant de le dire ça, mais ces cavaliers étaient tombés amoureux de la reine d'Angleterre. Pour une fois, il y avait un chef d'État qui s'y connaissait en équitation. C'est pas toujours le cas quand il faisait des représentations. Elle adorait les chevaux, sa mère aussi. Et quand ils sont arrivés à la réception, le prince Philippe, qui aussi était un grand cavalier, a pris mon père par les épaules et lui a dit « Est-ce que vous êtes sec ?» Tellement ils avaient été douchés. Ce qui, pour des Anglais aussi, on s'imagine, on les avait battus en flotte quand même. Fallait le faire. Et donc cet événement était resté mythique au point que c'était passé à la télévision FR3 locale. L'interview de mon père surgit hors de la nuit tel Zorro sur son cheval. Et curieusement, l'actuel chef, écuyer en chef du Cadre Noir, qui s'appelle Thibaut Valette, qui a défilé sur les Champs-Élysées, qui est un champion olympique aussi, avait envoyé un télégramme au nom des gens du Cadre Noir en expliquant qu'ils étaient bouleversés, Enfin voilà, ils avaient conservé avec la famille les mêmes liens qui s'étaient créés à l'époque. Et ils étaient tout aussi amoureux, Thibaut Valette, de la reine d'Angleterre que mon père. Enfin voilà, toute proportion gardée. Mais là, elle lui avait aussi donné des prix. Enfin voilà, ils étaient reliés. La fille monte à cheval. Enfin, ces rapports humain-cheval, si vous voulez, m'ont remis dans l'époque. Parce que tout d'un coup, avec ce récit de la mort de la reine d'Angleterre, on s'est retrouvés à cette époque-là, curieusement. Tous les journaux ont fait des espèces de flashbacks. En plus, j'adorais la reine d'Angleterre. J'étais une grande fan. Je trouvais que c'est une femme... Enfin bref, je vous passe sur j'aime la reine d'Angleterre. Mais donc là, tous les journaux ont fait une sorte de grand flashback sur cette période. Et son enterrement a duré 8 jours en plus, vous vous rendez compte? Enfin, ça a été un truc incroyable. Moi, j'en demandais encore plus, mais enfin bon... Et il y a eu cette conclusion à peu près générale de dire c'était la fin d'une époque. Et moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, c'est quoi cette époque? C'était un peu aussi, mon père, c'était la même époque, ils étaient complètement contemporains. Et, c'est lui qui avait fait cette première rencontre entre eux. Donc, je me suis interrogée sur qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Donc cette première rencontre du Cadre Noir, coup de foudre au Champ de Mars. Et 3 mois plus tard, on l'a foutu dehors quand même. Donc il y a eu un problème que j'avais très mal vécu quand j'étais petite, évidemment, et sur lequel maintenant, avec l'âge et les documents, parce qu'on a aussi... J'ai de la bouteille comme enquêtrice, parce que j'ai enquêté sur la famille Giroud, sur la famille Malraux, enfin voilà. Je me dis, bon, je vais mettre peut-être ma technique au service de ma famille, ce qui est un peu bizarre, mais... Avez-vous l'impression, Alix, excusez-moi, je vous interromps, avez-vous l'impression, vous nous le dites, le déclencheur, ok, c'est le décès de la reine d'Angleterre, c'est tout à fait... Mais est-ce qu'inconsciemment, vous ne vous autorisiez pas pendant toutes ces années à revenir sur cette histoire du départ de votre père? Est-ce que le décès de la reine d'Angleterre a fait sauter un verrou qui vous a autorisé à parler de cette histoire? Ou pas du tout? Je me rends pas compte, mais je sais que ce qui avait été difficile pour moi, c'est que j'adorais mon père, évidemment, donc voilà. Et je voulais pas faire la petite fille, mon papa, il a été viré, gna gna, enfin voilà. Et ce qui compliquait mes rapports avec les gens, alors ton père, il était écuyer en chef du Cadre Noir. Je disais, oui, mais il a été viré. Forcément, ça coupait la conversation assez vite. Les gens savaient plus très bien quelle tête faire, s'ils devaient me plaindre ou pas, enfin bref. Et donc, ça compliquait, moi, mes rapports. Et puis aussi que, donc je me suis plongée dans les années 70, moi j'avais 14-15 ans à l'époque, et j'avais vraiment la documentation, mais j'avais pas, moi, la passion de l'équitation. J'étais pas une grande cavalière, J'héritais d'autres choses de lui, mais pas de sa passion de l'équitation. Et lui disait qu'il avait gagné sa vie avec ses fesses, mais qu'il n'avait aucune envie que sa fille en fasse autant. Vous voyez le personnage. On pourra revenir vers vous dans un instant. Je me dépêche parce que je sais qu'il y a des trains qui vont partir, donc il ne faut pas vous faire louper vos trains. Adèle,
sur Mimi en bois, un livre très court mais qui dit tellement de choses. Il y a ce gamin qui veut donc faire une marionnette de sa grand-mère pour essayer de le sourire à son grand-père. Au collège, on se moque un petit peu lui, etc. J'ai envie de dire que d'abord, c'est un livre très touchant, un livre. Moi, ça m'a chamboulé. J'ai eu ma petite larme. Est-ce que c'est un livre qu'on peut aussi peut-être partager en famille, justement, pour parler du deuil avec les jeunes, avec les enfants? Est-ce que c'est un livre? Ouais, Oui. et ça a déjà été fait. Moi, dans les rencontres littéraires, j'ai même des ados qui ont. Moi, j'ai rencontré notamment un grand ado, un grand master comme ça, un grand qui était au lycée et qui est venu me voir et qui m'a dit ça fait 2 jours, j'ai perdu ma grand-mère il y a 2 jours, j'ai lu votre livre et ça m'a fait du bien. C'est le plus beau compliment qu'on peut avoir. Oui, c'est un livre. Ça n'a pas été fait pour ça. C'est-à-dire que je donne pas de leçons, mais je me rends compte en rencontrant les gens que ça peut faire du bien, ça met du baume au cœur. L'autre jour, il y a une jeune fille qui est venue hier, elle a pleuré dans mes bras à cause de moi, mais non, c'est très touchant. Je pense que c'est un livre pour adultes, mais c'est tout à fait un livre qu'on peut lire aux petits. Les ados peuvent le lire soi-même de leur côté. Le livre est écrit un peu dans l'esprit du conte, d'ailleurs. Oui, alors je ne le fais pas exprès, mais on me le dit souvent, ça. Mais en fait, comme c'est des phrases très courtes, ça va très à l'os. Il n'y a pas de fioriture. Et en même temps, il y a souvent une 2e couche, une 3e couche, etc. Et puis c'est un livre court, donc on voit le bout du tunnel, on se dit on va pas se taper. Mais oui, je crois qu'en tout cas, ça met du baume. Et si ça peut mettre du baume sur la totalité de la famille, c'est pas plus mal, à mon avis. Mission accomplie. Grégoire Nicolas, parlons aussi de votre écriture avec l'histoire de Madeleine, de sa petite fille dans ce domaine viticole. Vous avez sous-titré votre roman à boire. Alors le trésor, on va pas rentrer là-dedans parce que là aussi il y a une double lecture et à la fin du livre on comprend que les trésors n'est pas forcément celui auquel on s'attendait. Moi je veux qu'on parle de votre écriture. Je vous avais découvert avec Les Fils du Pêcheur, avec une écriture d'une très grande sensibilité, d'une très grande finesse. Là on est dans un autre registre, on est un peu dans une écriture à la Blondin. C'est très décalé, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de sous-entendus. On a l'impression d'être ensemble autour d'une bonne bouteille de vin, peut-être avec Jean Carmé dans les parages. C'est ça, moi je suis fasciné par les auteurs des années 50-60, ce qu'on appelait l'écriture populaire. Moi je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon voilà. Les Blondins évidemment, mais bon lui c'est un peu le maître. Prenez-le pendant que ça passe. Voilà, c'est ça, mais par exemple René Fallet, alors quand on dit René Fallet, malheureusement pour plein de gens il est oublié. Alors je vous dis, ou alors je vais dire La soupe aux choux. La soupe aux choux, oui, je connais bien, oui, mais c'est un roman à la base, c'est un roman extraordinaire, qui est d'une violence et d'une tristesse incroyable quand on le lit vraiment. Et donc j'aime ça. Et c'est vrai que j'avais écrit 2 livres avant qui parlaient aussi du deuil, des histoires de marins, des histoires de femmes de marins. Donc voilà, c'est pas des spectacles de Gad Elmaleh, mais là j'avais envie de quelque chose de pop, de vif, et puis qu'on puisse à la fois rigoler, à la fois avoir des larmes, un peu comme une sorte de soirée, vous savez, on invite des copains, puis il y a un autre qui passe, qui amène un magnum, etc. Puis à 3h du matin, on commence à refaire le monde, on dit n'importe quoi. On a un peu honte quand on se réveille, mais 10 ans après, en fait, on se dit qu'on avait passé un super bon moment. Donc moi, j'ai essayé d'écrire un peu comme ça, quelque chose d'assez joyeux, parce que le vin, pour moi, c'est hyper joyeux. C'est joyeux, néanmoins, il y a aussi des passages qui interpellent sur justement les liens intergénérationnels, etc. Ouais, c'est ça, c'est exactement, c'est ce que je disais, c'est que passer du rire aux larmes, pour moi, c'est ça le plus important. Moi, j'aime, même dans les livres je suis lecteur avant d'être auteur, en fait, et c'est souvent de là que ça naît. Et c'est vrai que les livres qui me touchent le plus, c'est surtout, c'est des livres où il y a de l'amplitude. Et puis à un moment donné on n'a pas vu quelque chose arriver, c'est une phrase où on est cueilli, un petit mot qui vient vous cueillir juste au bon moment. Je trouve que c'est ça moi c'est ce qui me touche souvent, d'ailleurs même plus que l'histoire, ce qu'on appelle un peu le style. Et voilà, alors dans la mesure de mes moyens, j'ai essayé de le faire et puis de le retranscrire. Et c'est pareil, quand je disais que j'écrivais par admiration, c'est aussi le petit tribut que je paye aux auteurs qui m'ont influencé et qui font qu'aujourd'hui j'ai la chance d'écrire des livres. En tout cas, c'est très réussi et c'est un livre à savourer sans modération. Clémence Chambellin, là on parle de Ce que chante Edmé, mais il y avait eu précédemment Ce que pense Ernest, Ce que porte Edgar. Pourquoi ces titres et finalement quel est le fil rouge dans votre écriture ? Alors, la raison de ces titres, je ne pourrais pas vous la donner. En fait, sur le premier, je cherchais un prénom qui siérait bien à un chat prétentieux. J'ai trouvé qu'Ernest, ça pouvait le faire. Donc, ce que pense Ernest, parce que on est dans les pensées d'un chat qui se prend pour un chat philosophe, mais c'est mon prétexte narratif pour parler de la vie d'une femme qui va évoluer.
Et pendant que j'étais sur Ernest, j'ai eu la pensée de le prochain, il s'appellera Ce que porte Edgar, et ce sera ça et ça. Et celui d'après, Ce que chante Edmé, ce sera ça et ça. Et je dis bon, bah je prends. Voilà le pourquoi. Le fil rouge, je crois que c'est ce que je veux faire passer, moi, c'est on ne choisit pas sa vie, dans le sens que on ne choisit pas dans quel pays, dans quelle famille, dans quel corps est-ce que l'on va naître, mais on peut choisir ce que l'on fait, de ce que l'on a. Et pour donner du sens à sa vie, il me semble qu'il faut accepter de sortir de notre zone de confort et nous tourner vers les autres. Alors je crois que c'est ça le fil rouge de tous mes romans, c'est des personnages qui à un moment acceptent de sortir de leur zone de confort, qui s'ouvrent. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce mood-là ? Et je pense que cette histoire entre Edmé et sa petite fille Julie, c'est une histoire qui parlera à beaucoup de grands-parents. Je termine avec vous, Alix de Saint-André. On connaît vos précédents titres et on retrouve un peu votre patte dans celui-là. Alors, il y a une sorte d'hommage, hommage à votre père entre autres, hommage peut-être à une certaine époque révolue, peut-être une douce nostalgie. Et puis ce qui vous caractérise dans votre écriture, même si modestement je me permets de dire que je connais un peu votre travail, c'est qu'il y a toujours cette envie de faire une petite pirouette drôlatique, mettre un nez rouge, peut-être pour faire passer une émotion, pour essayer de dire à travers un mot d'humour quelque chose de plus sensible, de plus profond. Est-ce que c'est une définition de votre travail et de vos envies d'écriture ? Bah, je pense que je peux pas m'en empêcher. J'ai l'impression que j'écris toujours des tragédies et dès que je les raconte, tout le monde se marre. J'y peux rien. Je raconte j'ai mal aux pieds à Compostelle. Ils sont pliés de rire. Je dis non mais attendez, j'ai pas seulement mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, ils sont pliés de rire, qu'est-ce que vous voulez ? Et je pense que oui, d'abord je pense que l'humour c'est plus profond c'est profond, c'est une forme de, comment dire, d'écriture plus profonde, c'est plus difficile. C'est facile de faire pleurer, je veux pas dire, on ne peut pas critiquer les autres. Il est drôle aussi. Voilà, il faut être drôle et enfin, mais on le fait pas exprès. Je sais pas on fait comme on peut, hein. On a une histoire à raconter et puis moi je peux pas m'en empêcher. Vous avez l'impression que cette philosophie de vie justement de mettre l'humour au-delà de tout pour éviter les écueils de la vie, c'est justement aussi une transmission familiale ou vous l'avez appris toute seule ça ? Bah, tout le monde me dit de tuer le portrait de ton père. Première chose, donc bon. Et deuxième chose, il avait beaucoup d'humour. Troisième conclusion, les gens disent mais est-ce que ça viendrait pas de lui ? Et ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que mon père était quelqu'un de très drôle. Et la caractéristique souvent des gens en uniforme, vous avez vu des marins, c'est que comment dire, ils portent un costume qui les autorise à être fantaisistes à l'intérieur. Ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont les plus forts du monde ou qu'ils ont gagné. Ils ont déjà un uniforme, et à l'intérieur, souvent, ils s'amusent. Enfin, oui, en tout cas, ce sont des êtres légers et doux et pas du tout des tyrans domestiques. Peut-être parce qu'ils ont des uniformes à l'extérieur qui font qu'ils ne sont pas... Enfin, j'en sais rien. Je fais de la psychologie de bazar. Hein. Mais peut-être que nous avons tous un uniforme et qu'il est bien de temps en temps d'enlever cet uniforme. En tout cas, et c'est aussi l'une des forces de ce livre et l'un de vos talents, Alix de Saint-André, c'est que c'est une histoire personnelle, mais dans laquelle chacun finalement peut sans doute trouver une relation avec son propre parcours personnel. Ça s'appelle Cadre Noir, c'est votre actualité, Alix de Saint-André, c'est chez Gallimard. Adèle Fugère, pardon, Mimi en bois, c'est chez Bûcher-Chastel. Et vous avez raison, hein, c'est à la fois bouleversant, mais c'est drôle aussi, il y a plein de passages très drôles. Oui, vous pouvez m'appeler Mimi aussi. Oui, si vous voulez. mais on n'est pas encore assez intime, on va attendre la fin de journée. Clémence Chambellin, Ce que chante Edmé, c'est aux éditions Robert Laffont avec cette belle histoire entre Edmé et sa petite fille Julie. Et puis Grégory Nicolas, merci de nous avoir emmenés dans ces vignobles de l'Anjou et de nous avoir fait partager l'histoire de Madeleine. Un trésor, roman à boire aux éditions des Escales. Merci, grand merci à tous les quatre d'être venus nous rejoindre sur les Escales. Merci. Et à grand plaisir. On nous avait dit qu'il fallait venir, que vous étiez un mec intéressant à connaître. Merci, vous êtes ma nouvelle meilleure amie. À bientôt, merci à tous.